ce 13e séminaire philo-juridique qui est consacré aujourd'hui à un exposé de recherche et puis peut-être surtout ou encore plus de méthodologie de la recherche, d'enjeux de la recherche, puisque j'ai le plaisir d'accueillir le professeur Jean-Sylvestre Berger. Jean-Sylvestre Berger est professeur en droit à l'Université Côte d'Azur. Il est rattaché au laboratoire GREDEG et il est aussi membre de l'Institut universitaire de France. Il vient de signer un ouvrage qui paraît aux éditions Dalloz et qui est consacré aux situations en mouvement et au droit, donc les relations entre les situations en mouvement et le droit. Il va nous faire le plaisir d'évoquer les enjeux de la recherche autour de cette thématique. Je rappelle également que Jean-Sylvestre Berger est membre du réseau des diplômes en droit et philosophie qui a pour vocation de valoriser l'étude théorique et philosophique du droit et que c'est notamment à ce titre qui nous fait l'honneur de sa présence aujourd'hui. Comme à l'accoutumée, nous allons laisser la parole à notre invité et suite à environ 3/4 d'heure d'exposé, il sera évidemment possible d'entamer une discussion, d'échanger et donc je vous invite à vous servir ou de votre micro ou du chat pour poser toutes les questions qu'aura suscité l'intervention de Jean-Sylvestre. Et je cède la parole immédiatement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ania, pour votre accueil. Merci à vous tous pour votre présence. J'ai signalé à Ania que j'avais passé une audition de maîtrise de conférence il y a fort longtemps dans votre université. J'avais été reçu dans les locaux historiques face à cette magnifique église dont j'ai oublié le nom. Et voilà, et j'avais été très bien reçu parce que vous m'aviez gentiment classé premier, puis j'étais resté à l'époque à Paris. Mais je suis un pigeon voyageur de l'université, parce que Nice est ma 7e université. Vous voyez, j'ai des velléités de bouger, même dans ces situations de fortes contraintes que nous connaissons en ce moment. Je crois que Ania va partager dans le chat un document qui est le canevas de la communication pour celles et ceux qui voudraient avoir un petit support. Voilà, c'est fait. Merci beaucoup, Ania. Et donc, je vais le suivre, mais vous allez le voir de manière relativement informelle. J'ai la chance d'être invité à parler de mon travail. Je dis toujours que c'est une grande chance que de pouvoir exposer aux autres le fruit d'une recherche qui, en l'occurrence, est une recherche plutôt d'ordre solitaire, même si elle a été menée dans le cadre privilégié de l'Institut universitaire de France, donc avec une décharge de cours importante. Je n'ai utilisé que partiellement, mais qui m'a quand même été utile, et avec la possibilité de nourrir de très, très nombreux échanges, c'est dit dans l'avant-propos du livre, en France ou à l'étranger, avec une approche très ouverte, puisque c'est un peu mon pédigré, que ce soit d'un point de vue géographique, je suis vraiment allé un peu partout, et d'un point de vue disciplinaire, parce que j'ai travaillé avec des gens de toutes sortes de disciplines. Cette présentation du livre, c'est la 4e. J'ai d'abord commencé par Nice, qui est mon université, devant les camarades du GREDEG, où j'ai essayé d'établir un lien entre mon travail et quelques travaux de l'école de droit économique de Nice. J'ai fait du mieux que j'ai pu. Je ne suis pas un enfant de cette école, mais évidemment, j'ai été intéressé par l'approche, disons, critique du droit conduite dans le cadre de cette école. Et à ce titre, je m'y trouve très bien. J'ai aussi présenté le travail à Lyon, qui a été mon université avant Nice pendant 7 ans, où j'ai été amené à faire beaucoup de choses, et notamment à entamer ce projet dans le cadre d'un centre de droit international privé. Donc, j'ai focalisé les questions sur les aspects de droit international privé. Excusez-moi, j'ai oublié l'acronyme, ils vont m'en vouloir. Le centre, l'UMR, la 10, voilà, droit international comparé européen de Aix-en-Provence m'a accueilli avec, vous savez, une grosse équipe environnementaliste. Et il y a pas mal de connexions entre mon sujet et le droit de l'environnement, même si je ne suis pas un spécialiste de droit de l'environnement. Et puis voilà, arrive le tour de Poitiers, qui est le jour d'aujourd'hui, et j'ai essayé d'orienter mon propos vers des questionnements d'ordre théorique. Je vais m'en expliquer dans un instant. Il y a encore une séance qui est prévue à Paris, mi-juin, dans le cadre de la semaine intensive doctorale de Sciences Po, qui est co-organisée avec
Paris-Nanterre et la société, la SFPJ. Et là, j'aurai trois contradicteurs, a priori, Jacques Comaille, qui est un sociologue, comment il s'appelle? Pardon, Loïc Azoulay, qui est un européaniste, et Paul Lagarde, qui est un civiliste, Xavier Lagarde, pardon, qui est un civiliste processionniste. Alors, je vais revenir à mon propos, donc devant vous, avec deux précautions qui sont un peu détaillées, c'est les seuls éléments détaillés dans le support que vous avez sous les yeux. Je ne suis pas, je l'ai écrit, philosophe, je ne suis pas philosophe du droit non plus, et je suis faiblement théoricien pour la raison que j'ai expliquée dans le canevas. Alors ça, j'en nourris pas un complexe, hein, je vous rassure. On sait que la théorie, la philosophie, en particulier du droit, a cette vertu de complexer les gens. Alors, je ne vous dis pas si les complexes sont de supériorité ou d'infériorité, mais en ce qui me concerne, j'ai la chance d'être assez imperméable à ce genre de problème. Et donc, je n'ai pas de complexe, simplement, je sais très bien, je sais à peu près, disons, qui je suis et ce que j'ai envie de dire. La chose que je sais faire, c'est d'abstraire, c'est-à-dire d'essayer, au terme d'observation, d'analyse, d'amener des outils qui vont être des outils de conceptualisation, des outils d'approche doctrinale des sujets. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse, qui m'a toujours intéressé. Hein, c'est pas quelque chose de nouveau. Évidemment, en vieillissant, probablement que la chose s'aggrave. Je ne dis pas qu'elle s'améliore, elle s'aggrave. C'est-à-dire que j'ai certainement un intérêt de plus en plus grand pour la théorie. Il faut que vous sachiez que si je devais définir un peu mon pédigré, je me méfie de tous les systèmes de pensée, y compris de mon propre système de pensée. Euh, je n'aime pas les enfermements. Je n'aime pas ces juristes qui boutent hors de leur champ les objets qui sont à travailler. C'est quelque chose qui m'est désagréable. Je trouve que les juristes abandonnent bien trop de terre à d'autres disciplines et ferait mieux de les occuper plutôt que de faire un travail de délimitation qui est le travail du droit, mais qui n'est pas non plus un moyen de s'empêcher de s'intéresser à des sujets et de réfléchir. Donc, j'aime l'ouverture et je me méfie de tous les modes d'enfermement. Alors, c'est vrai vis-à-vis des matières. Et donc, par exemple, la matière de la théorie du droit ou de la philosophie du droit, ben, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse en tant que tel. Je suis bien obligé de passer par les matières, parce que c'est notre mode de construction, hein, notamment en France. Hein. C'est quand même plutôt comme ça qu'on se construit et de toute façon que l'on enseigne. Mais j'en fais pas l'apologie. Et je ne fais pas non plus l'apologie de ma propre pensée, si tant est qu'elle existe. Et je vous en donne un élément d'illustration. Quand j'ai fini de travailler un thème, là, ce qui est le cas de ce thème que je vais vous présenter aujourd'hui, je suis en fin de projet, ben, je passe à autre chose. C'est-à-dire que je ne cherche pas à cultiver mon jardin, je ne fonderai pas d'école, c'est pas comme ça que je vois mon travail. Je respecte ceux qui le font, hein, bien sûr, mais ce n'est pas du tout mon positionnement. Moi, j'aime migrer, j'aime changer, j'aime me placer en situation d'incompétence. Et je respecte que d'autres aient d'autres approches, hein, bien sûr. Chacun est absolument libre de faire ce qu'il veut. Je ne porte pas de jugement, mais je vous dis simplement que je ne veux pas être enfermé dans un carcan. Alors, tout ça pour vous dire que je m'intéresse à la théorie un peu comme M. Jourdain. Ça, c'est clair. Je le sais, avec des choses que je sais faire et des choses que je ne sais pas faire. Et j'essaye au moins d'avoir la lucidité de dire ce que je veux faire. Alors, le thème d'aujourd'hui, enfin plus exactement le thème de la conférence en lien avec cet ouvrage qui a été publié début avril par les éditions Dalloz, c'est au fond le thème d'une recherche qui se donne un objet extrêmement vaste, à la fois simple et très compliqué, et qui essaye à partir de l'examen de cet objet de construire un cadre théorique d'approche de l'objet de manière à revisiter un certain nombre de constructions existantes. Mon objet, il est absolument évident, c'est-à-dire qu'il ne souffre pas de discussion. Il porte de manière très simple sur le déplacement géophysique de personnes et de biens, entendu au sens le plus large. Donc tout le monde voit bien ce que ça peut vouloir dire. Je m'intéresse aux situations en mouvement au sens géophysique et non pas métaphysique, c'est-à-dire que
Je ne traite pas dans ce travail de quelque chose qui a été très étudié, qui sont la circulation des modèles juridiques, des cultures juridiques, les questions de transplant, de greffe, etc. Tout ça est fort connu, fort travaillé. J'établis parfois un lien entre les mobilités ou les mouvements géophysiques et les mouvements métaphysiques, parce qu'il y a des corrélations qui sont possibles, mais ce n'est pas le cœur de mon travail. Je prends donc un objet au premier niveau, des personnes, des biens, encore une fois, tout ça au sens le plus large, se déplacent sur les territoires, dans des espaces, et ça mobilise les constructions du droit, et j'essaye de voir dans quelle mesure ça mobilise les constructions du droit. Pour essayer d'approcher ces mouvements, je fais un distinguo qui est important entre les circulations de la nature, que je n'étudie pas, hein, donc les courants d'air marins, la tectonique des plaques, les éruptions volcaniques et ce que vous voulez d'autre. Tous ces mouvements de la nature, je ne les envisage pas du tout. J'envisage les mouvements provoqués par l'homme, et pour une raison simple, c'est qu'il y a une grande distinction qui est faite en droit entre les mouvements de la nature dont l'homme n'a pas la charge de contrôler les évolutions. Je parle de manière générale, hein, on peut trouver des contre-exemples, mais de manière générale, on n'a pas un discours du droit sur le contrôle des flux de la nature. Encore une fois, il y a des exceptions. En revanche, si l'on prend les flux provoqués par l'homme, hein, qui sont le fruit de la technologie de l'homme, de l'activité de l'homme au sens large, eh bien, vous voyez bien que l'idée de contrôle est omniprésente. Et donc, mon sujet met en scène à la fois des mouvements de personnes, de biens entendus au sens large, et en même temps pose la question du contrôle de ces flux. Je vais y revenir un petit peu plus loin. Partant de cet objet, encore une fois que je décris ici de manière très ordinaire, très simple, je vais y revenir un peu plus loin, j'essaye donc de construire ou de m'interroger sur le droit. Alors, pour présenter la séance d'aujourd'hui, encore une fois, j'essaye de varier à chaque fois que j'ai l'honneur d'être invité à parler de mon travail. Donc, pour aujourd'hui, j'ai pensé que ce serait intéressant de vous donner 4 entrées différentes qui sont dans le Canva. 4 entrées qui sont autant d'invitations à dialoguer, à discuter, hein, ensuite dans le cadre de nos échanges. Donc, j'ai diversifié les entrées. Vous allez voir qu'elles sont plus ou moins charpentées sur le plan théorique, sans doute plus ou moins intéressantes, peu importe. Je sais que le public ici présent est varié. Hein. Nous avons de jeunes étudiants courageux qui viennent nous écouter, et puis des gens tout à fait expérimentés et à l'aise dans ce type de lieu. Donc, j'espère que chacun y trouvera chaussure à son pied, en tout cas matière à échanger et à discuter. Les points ne sont pas hiérarchisés, ne sont pas spécialement organisés, ils sont venus comme ça, facilement dans la préparation de cette conférence. Et je vais donc les étudier les uns à la suite des autres. Je ne vous les énumère pas puisque vous avez les éléments sur le Canva de manière à ce que vous puissiez vous y retrouver. Alors, le premier élément, qui est quand même un élément de point de départ, est de savoir si, quand on se donne comme ambition d'étudier juridiquement les situations en mouvement, ou plus exactement, mais je vais y revenir, de questionner le droit à partir des situations en mouvement, des circulations, est-ce qu'il faut commencer l'analyse par la règle de droit ou est-ce qu'il faut commencer l'analyse par le fait, pour dire les choses, encore une fois, simplement. La plupart des juristes travaillent au départ de la règle de droit. C'est-à-dire que si vous donnez, je prends un exemple, prenez un objet de circulation qui est particulièrement discuté actuellement, les drones, hein, je prends cet exemple parmi d'autres, qui posent des tas de questions, que ce soit de sécurité militaire, de droit international, de liberté publique, etc., de réglementation de la circulation. Il y a plein de connexions avec mon sujet, même si je ne l'ai pas beaucoup étudié dans mon travail. Donc, vous prenez la question du drone et vous dites, je vais me demander la manière dont le droit appréhende, saisit, pour reprendre une expression qui a eu un gros succès, et qui est, vous le savez sans doute, de Bernard Edelman à propos du droit et de la photographie. Donc, comment le droit appréhende le drone? Alors, il y a 2 manières de faire. Encore une fois, je schématise. La première, c'est de prendre le terme drone, d'aller sur les bases de données juridiques
et de taper drone pour voir tout ce qui sort. Et si on fait une petite recherche historique et qu'on compare ce qui sortait il y a 5 ans sur le sujet, ou il y a, oui, 5 ans, disons, sur le sujet et ce qui sort aujourd'hui, on voit qu'il y a de plus en plus de choses, que ce soit des textes, des décisions de justice, des travaux, des rapports en tout genre, etc. Donc, la plupart des juristes vont, à partir d'une entrée donnée, moi je parle d'objet pour faire simple, à partir d'un objet, vont faire une sorte de recherche pour essayer de recenser les matériaux juridiques mobilisés qu'ils vont ensuite organiser en essayant de les construire en forme de système juridique ou d'approche juridique de l'objet avec des problèmes de conflit de normes, des problèmes de complémentarité entre les normes, des questions d'évolution d'approche, etc. Bref, c'est ce que nous avons la plupart du temps l'habitude de faire. L'autre manière de travailler est de se donner du temps pour essayer d'appréhender l'objet, non pas comme un objet déjà construit par le droit, mais qu'un objet ordinaire, vulgaire, c'est-à-dire de prendre le temps de se dire, mais c'est quoi mon objet, où commence et où termine mon objet. Et pour répondre à cette question, on ne va pas aller chercher les textes de loi, les jurisprudences et autres, non, on va sortir du droit, essayer d'approcher de la littérature qui n'est pas spécialement juridique, ce qui est toujours une difficulté pour le juriste, bien sûr, mais enfin, il y a des travaux qui sont parfois vulgarisés, et on essaye pendant un temps, qui peut être assez long, juste de faire respirer l'objet avant que le droit, science de délimitation, viennent mettre le couvercle sur l'objet et viennent dire ce qui l'intéresse, ce qui ne l'intéresse pas, ce qui est pertinent pour lui ou ce qui ne l'est pas. Et c'est ça que j'ai fait dans ce travail sur les situations en mouvement, puisque un chapitre entier de l'ouvrage, le deuxième chapitre, donc le premier, je commence par le droit, donc vous voyez, je suis quand même pas en transgression complète, mais le deuxième chapitre porte sur ce que j'ai appelé la circulation totale au-delà du contrôle. Alors, je ne vais pas entrer dans le détail, hein, parce que le but, c'est pas de faire d'aller sur les questions de circulation, mais plutôt sur les questions d'ordre théorique à propos des circulations. Donc, j'ai essayé d'imaginer, pour faire simple, l'hypothèse où l'homme provoquait un flux et où ce flux échappait à une totalité d'acteurs au sens des sociologues et notamment au sens de Mauss, c'est-à-dire les hypothèses où une grande partie des acteurs, ou vraiment la totalité des acteurs, sont en situation d'échappement. Ils ont eu le contrôle et ils l'ont perdu. Je prends deux exemples, un micro et un macro exemple. Le micro exemple, j'ai un blog. Sur le blog, malencontreusement, je mets des informations personnelles sur un individu, son téléphone portable par exemple. Je n'ai pas fait exprès, j'ai posté le billet. La personne concernée se plaint auprès de moi en me disant que j'ai commis une atteinte à sa vie privée. Je corrige le tir. 5 minutes après, je retire l'information de mon blog. J'ai totalement perdu le contrôle de la circulation de cette information. Pourquoi? Parce que dans les 5 minutes, mon blog aura été visité par des moteurs de recherche, par d'autres personnes, et l'information aura été stockée sur des serveurs, c'est-à-dire des ordinateurs, et je suis incapable de tracer ça, c'est-à-dire de donner, d'avoir une représentation exacte de qui a l'information que j'ai souhaité retirer du net. À partir du moment où vous mettez une information sur le net, même si en apparence elle n'est plus visible, ça ne veut pas dire qu'elle a disparu. Vous avez perdu le contrôle du flux de l'information. Le deuxième exemple, qui est un exemple de type macro, d'envergure encore plus grande, c'est les gaz à effet de serre. Toutes nos activités d'émission de gaz à effet de serre produisent des gaz qui circulent, qui dérèglent, comme vous le savez, le climat, et nous sommes en situation d'échappement. Alors, bien sûr, on a des outils de rémission, on peut planter des arbres, etc. Mais il faut bien comprendre que le gaz que nous émettons individuellement par nos activités, le gaz que nous avons émis par nos activités, nous sommes incapables de le contrôler. Ce gaz-là, nous en contrôlons peut-être d'autres, certes, mais en tout cas, nous ne sommes pas en situation de contrôler le flux. Donc, j'ai essayé de me donner un point de départ factuel
avec une hypothèse de fait total, parce que je voulais un fait engageant. Je voulais quelque chose qui vienne mobiliser les constructions du droit de manière particulièrement engageante. Si je fais un parallèle avec un tout autre sujet, prenez le cas du génocide. La manière dont le génocide a été appréhendé par les juristes, et notamment par Raphaël Lemkin, après le génocide arménien et ensuite, bien sûr, après la Shoah, est une manière de faire parler dans un premier temps un phénomène d'une extraordinaire ampleur qui perturbe les constructions du droit de manière générale, qui paralyse le processus de traitement individuel des poursuites, hein, parce qu'on est face à des choses tout à fait énormes. Et avant que Raphaël Lemkin, entre autres, en fasse une qualification juridique qui, à la faveur du procès de Nuremberg, a émergé en 1946, eh bien, il a fallu quand même travailler le phénomène et le travailler par des outils qui n'étaient pas spécialement juridiques, puisque juridiquement, alors évidemment, je ne suis pas un spécialiste des questions, mais juridiquement, le sujet n'était pas encore sorti comme il est sorti ensuite en 1946. Donc c'est un peu la même démarche que j'ai. J'ai une approche par le fait, parce que je veux me donner le temps de, au moins de dire de manière vulgaire, hein, non scientifique, ce dont je vais parler, et je ne m'oblige pas à faire du droit tout de suite. Je me donne un temps pendant lequel je laisse respirer mon objet. C'est quelque chose qui se fait de moins en moins. Et je prendrai un indicateur, c'est les introductions aux ouvrages. Si vous comparez des introductions d'ouvrages d'aujourd'hui et des introductions, je parle de manuels, hein, de précis, etc., et des introductions d'ouvrages il y a ne serait-ce que 50 ans, sur un certain nombre de sujets. Alors, je pense, pour un exemple, c'est la matière économique, hein, donc les ouvrages qui se rapportent à la matière économique. Ben, il y a 50 ans, les auteurs qui attaquaient un ouvrage de droit international économique ou de droit économique avaient une culture qui leur permettait de manière non juridique de parler de l'objet qu'ils allaient ensuite appréhender. Si vous prenez les ouvrages les plus récents, ben, généralement, ces présentations dites ordinaires, elles ont quasiment disparu pour des tas de raisons qui ne sont pas nécessairement des mauvaises raisons, mais c'est une réalité. Nous avons, comme juristes, une sorte d'appauvrissement de notre discours, aussi parce que ben, le droit, c'est déjà tellement lourd à appréhender que ben, toute notre énergie se concentre sur le droit et qu'on ne peut pas tout faire. Voilà, et donc, c'est pas qu'on devient nécessairement plus idiot que les gens d'avant, mais ce qui est sûr, c'est qu'on a du mal à parler de nos objets de manière ordinaire. Je me suis obligé à le faire, et pour ça, il a fallu que j'échange beaucoup avec des gens d'autres disciplines. Cette approche par le fait total ne m'interdit pas de travailler des phénomènes de circulation beaucoup plus ordinaires, hein, pour dire les choses simplement, qui peut le plus, peut le moins, en tout cas on peut l'espérer. Voilà. Et donc, en réalité, mon travail ne se focalise pas que sur la circulation totale, d'où le titre de l'ouvrage, mais traite toutes les circulations. Voilà le premier point. Deuxième point, je vais aller assez vite. On pourra y revenir dans la discussion. Là, on a quelque chose qui est déjà plus charpenté sur le plan théorique. L'ouvrage a un sous-titre qui ne figure pas sur la couverture, parce qu'on a, avec l'éditeur, décidé d'alléger la couverture. C'est une pratique que j'ai déjà faite hein, dans un précédent travail dans la même collection. C'est pas que j'avance masqué, c'est que je me méfie de tous les effets d'annonce, et donc je cherche pas à faire coquet dans le titre, mais à faire simple. Et donc, il y a un sous-titre qui, quand même, donne une indication sur la tonalité du travail. Et ce sous-titre, actuellement, enfin, pour cet ouvrage, est celui d'un essai d'une épistémologie pragmatique. Alors, j'ai fait un peu des efforts, parce que ce n'est pas mon langage de parler d'épistémologie. Des gens ont travaillé là-dessus, bien sûr, de manière très savante, ça vous le savez, avec des acceptions très différentes. Je me suis donc servi en seconde main, en quelque sorte, de ces travaux, et j'ai voulu, par cette entrée épistémologie pragmatique, dire qu'il y avait deux choses à distinguer, le droit de la circulation et la circulation qui questionne le droit, qui questionne ses fondations, ses rationalités, ses modalités de mise en œuvre. Il faut faire les deux. Comme juriste, il faut certainement faire les deux. Il se trouve que ben, j'ai 54 ans, j'ai beaucoup fait le droit de la circulation,
Alors, pas pour tout, hein, mais je vous prends des exemples. Je me suis beaucoup travaillé la propriété intellectuelle, où la circulation des objets de propriété intellectuelle est omniprésente. Comme enseignant, pas comme chercheur, je me suis beaucoup intéressé à une époque aux accidents de la circulation, donc à la loi de 85. C'est un sujet de quasi-spécialité, mais par l'enseignement, hein, pas par la recherche. Et peu importe, j'ai quand même fait un travail approfondi. J'ai beaucoup travaillé les questions de circulation dans le paysage européen, avec les libertés de circulation. Bon, donc j'ai fait le droit de la circulation. Et là, je me suis dit, euh, j'ai fait le job, hein, et il faut le faire, hein, je ne dénigre pas ce travail, bien au contraire, mais il peut être intéressant d'essayer de renverser la table, c'est-à-dire non pas de décliner ce que la règle de droit nous dit à propos de telle ou telle circulation, mais de prendre le phénomène de circulation que j'ai préalablement décrit, comme je vous l'ai indiqué, comme un moyen de revisiter des constructions du droit. Donc, dans quelle mesure la circulation vient interpeller, si vous permettez cette facilité de langage, vient interpeller les constructions juridiques. Cette approche épistémologique, elle m'est apparue claire comment dire, dans sa mise en œuvre, c'est-à-dire que j'ai pas eu besoin, avant, ça c'est un élément de méthode important, j'ai pas eu besoin avant de commencer mon travail d'être sûr que je faisais de l'épistémologie. C'était pas, mais vous savez comment on fait, on écrit un livre et puis à la fin on écrit l'introduction. Et quand on rédige l'introduction, on a quand même une obligation, ce que ne font pas toujours les juristes, mais c'est une erreur, de définir son cadre théorique. Et donc moi j'ai essayé de chercher, sans créer un cadre théorique nouveau, bien sûr, à identifier ce qui correspondait le mieux à ce que j'avais essayé de faire. Et c'est là que j'ai retrouvé les travaux sur les questions épistémologiques que j'ai associés au terme pragmatique. Alors, pour des raisons simples, il y en a trois principalement. Premier élément, je ne cherche pas à répondre à la question de savoir si le droit est une connaissance distincte des autres connaissances qui justifieraient une épistémologie propre. Je m'en fiche, ce n'est pas mon propos. Je ne dis pas que ce n'est pas important, mais ce n'est pas ma préoccupation. Deuxième élément, j'ai une approche, disons, très opportuniste. Je m'intéresse aussi bien au droit dans ses acceptions théoriques que pratiques. Donc, je ne m'interdis pas du tout d'examiner la pratique du droit pour essayer de répondre à la question. Et puis, dernière chose qui est absolument horrible, je ne suis pas simplement descriptif, ce qui est quand même le lot d'une approche épistémologique. Je suis capable d'être prescriptif. J'accepte de temps en temps de prescrire des solutions. Bref, je fais ce que je veux. C'est certainement que ça me place dans des contradictions, mais je les assume. Je ne prétends pas réinventer une théorie épistémologique. Je dis simplement que je vois bien ce que c'est que de faire le droit de la circulation et ce que c'est que de faire le droit questionné par la circulation. Ce sont deux démarches différentes et c'est clairement la deuxième démarche que j'ai voulu emprunter. Troisième point, ça va, je crois que je vais tenir à peu près mon temps. Je vais avoir droit aux félicitations d'Ania, hein, je parle sous son contrôle. Le troisième point concerne probablement la partie la plus théorique de mon travail, ce que j'ai appelé l'approche antécédente et modale des circulations. Alors, j'explique un peu le contexte de ces éléments. Dans le travail, j'essaye de voir comment le droit appréhende les circulations et dans quelle mesure ces circulations malmènent les constructions du droit. Il y a un travail critique, essentiellement sur le discours du droit, à la fois sur la circulation et sur le contrôle. Et ensuite, il y a un travail alors, je dis de reconstruction, mais évidemment, ça prête tout de suite à une certaine suspicion. Mais je cherche, en gros, à essayer de dégager des traits qui vont permettre d'appréhender, de mon point de vue en tout cas, la circulation dans de meilleures conditions, de façon plus intéressante, plus étoffée, plus explicite que ce qu'on fait aujourd'hui. Pour ça, j'ai décidé, à la faveur de mes lectures, de mes rencontres, lié à plein de choses qui tiennent au hasard, de parler d'approche antécédente et modale.
avec donc cette double entrée. En réalité, c'est une entrée, c'est l'approche antécédente, mais dans l'approche antécédente, on peut sortir l'approche modale qui est un des antécédents possibles. Alors, de quoi je parle? Le premier part, c'était de dire, nous avons, nous juristes, une conception ordinaire de la circulation. Quand je dis ordinaire, c'est-à-dire vulgaire, non savante, non encore traduit dans la règle de droit. Je prends un exemple, nous pouvons avoir des a priori tout à fait favorables à la circulation ou des a priori tout à fait défavorables, hein, considérer que c'est bien que ça circule ou au contraire que c'est pas bien que ça circule. Alors évidemment, si je parle des personnes, je peux trouver bien que ça circule, mais je peux aussi avoir un point de vue différent. Si je parle de la drogue, on va dire que je trouve ça moins bien que ça circule. Donc, on a des a priori. Ces a priori sur la circulation, que je simplifie ici, hein, dans mon présentation de manière exagérée, ces a priori qui ne sont pas à proprement parler juridiques, en tout cas, a priori, ils ne sont pas à proprement parler juridiques, peuvent avoir un effet absolument considérable sur les constructions du droit. C'est-à-dire que la conception ordinaire que l'on peut avoir de la situation en mouvement peut avoir des conséquences qui sont tout à fait déterminantes sur les constructions du droit. Et il y a un élément aggravant ici, c'est que le mouvement, selon une théorie que vous connaissez sans doute, est relatif. C'est-à-dire que selon le point de vue que j'adopte pour le décrire, ben, il est tout à fait différent. L'exemple historique, c'est la question de la relation entre la Terre et le Soleil, hein. On peut imaginer que depuis la Terre, on puisse continuer à dire que le Soleil tourne autour de la Terre, puisque c'est ce que nous observons. Évidemment, Copernic a démontré le contraire, que c'était la Terre qui tournait autour du Soleil, mais n'empêche qu'en philosophie des sciences, on accepte qu'il y ait deux manières de décrire le mouvement, soit du point de vue de la Terre, soit du point de vue du Soleil. Si je reviens à des choses qui nous intéressent plus, prenez simplement le flux entrant et sortant. L'importation et l'exportation mobilisent des outils juridiques tout à fait différents. Donc, selon que vous appréhendez un flux comme entrant ou sortant, vous allez appréhender des outils qui sont encore une fois tout à fait différents les uns des autres. Et donc, il est clair qu'il faut s'intéresser à la manière dont le juriste appréhende a priori, c'est-à-dire avant de mettre en scène ces constructions juridiques, les circulations, parce que ça peut avoir un effet considérable sur ce traitement juridique. J'ai pas voulu garder le terme d'a priori, parce que le terme d'a priori a une signification kantienne, transcendantale, en particulier en théorie de la connaissance, et je ne voulais pas me limiter à des a priori transcendantaux, hein, j'ai une approche qui est plus large que ça, et donc je suis allé chercher le mot d'antécédent que je n'ai pas inventé. Un auteur l'utilise, alors d'autres peut-être, hein, je ne prétends pas tout savoir, mais un auteur auquel je me suis intéressé à une époque, qui est un auteur connu, Santi Romano, traite le fait de l'ordre social comme, donc en gros, toute organisation sociale, comme quelque chose que l'on tient pour antécédent au droit, hein, c'est le mot qu'il utilise en italien, antecedente, pour décrire cette approche. Il n'utilise pas le mot d'a priori, mais c'est bien ça que ça veut dire. Et son travail est d'essayer de ramener cet antécédent au droit, là où des juristes, notamment formalistes, auraient tendance à le tenir pour sociologique et donc extérieur aux constructions du droit. Voilà la raison de ce vocabulaire d'antécédent qui se veut plus large que le terme a priori. Dans cette grille de lecture sur l'approche antécédent, j'ai dégagé 4 entrées que je ne vais pas détailler, hein, ce n'est pas le but, parce que je ne vais pas vous parler beaucoup des circulations, je le ferai dans le cas de discussion si vous le voulez, mais j'ai envisagé 4 entrées qui pouvaient être des marqueurs très importants de l'action du droit sur les situations en mouvement. J'ai envisagé l'antécédent magique, hein, l'hypothèse où la circulation, on va lui prêter des vertus magiques. C'est bien que ça circule. Et évidemment, ça mobilise les constructions du droit dans un certain ordre des choses. Il y a bien sûr l'antécédent libéral, avec toute sa complexité, qui est évidemment très prégnant dans le fait de laisser circuler et donc de laisser faire. Il y a l'antécédent ontologique,
il y a des objets du droit pour lesquels la circulation est l'essence de l'objet. Je prends l'exemple de la personne. Si vous privez une personne de toute possibilité de circuler, alors juridiquement, ça reste une personne, bien sûr, mais vous l'avez amputée d'une très grande majorité de ses attributs qu'elle ne peut pas exercer. Les capitaux, c'est la même chose. On ne peut pas envisager de traiter les capitaux sans la circulation. Ça va de pair, même si on peut y envisager des processus de gel ou d'enfouissement en quelque sorte des trésors pour éviter qu'ils circulent. Ça veut dire qu'ils perdent leur valeur, bien sûr, mais ça ampute quand même largement les potentialités de l'objet. Et il y a enfin l'entrée fondamentale. La circulation peut être le fondement d'une intervention juridique. Et l'exemple facile, c'est le droit de l'Union européenne avec les libertés fondamentales de circulation. Donc, vous voyez, ce travail sur les antécédents me permet de faire une sorte de dégager des entrées possibles que le juriste va utiliser, consciemment ou inconsciemment, qu'il va traduire dans la règle de droit ou pas. L'antécédent magique, par exemple, est difficilement traduisible dans la règle de droit. Par contre, si vous prenez l'antécédent fondamental, on sait ce que c'est qu'un droit fondamental en droit, et donc on arrive à traduire l'antécédent dans la règle de droit. Mais l'important, c'est qu'ils sont là et qu'ils fabriquent les solutions avec une grille de lecture, enfin toute une série de grilles de lecture qui permet de revisiter des constructions existantes ou d'en imaginer de nouvelles. L'autre entrée, c'est modal. Alors, il y a dans le terme modal une référence à la logique modale, que je suis absolument incapable de mener parce que je ne suis pas à l'aise avec les axiomes et je ne suis pas en mesure de le faire. Mais je pense que vous savez que des travaux assez importants ont été nourris sur le sujet par différents auteurs. Le but ici, c'est de réfléchir aux modalités des constructions juridiques dans un univers essentiellement logique, hein, c'est-à-dire dans quelle mesure telle modalité plus telle modalité égale tel résultat. Hein, si on a telle modalité plus telle modalité, on est sûr qu'on va atteindre tel résultat et on en fait un axiome. Et cet axiome va permettre de modéliser la règle de droit. On va dire dans une autre hypothèse que telle modalité plus telle autre ou moins telle autre rend simplement possible la règle juridique sans la rendre nécessairement obligatoire. Donc il y a des travaux qui ont été faits là-dessus. Alors je n'ai pas versé dans la logique modale, encore une fois, parce que je n'ai pas cette capacité à traiter les choses et je me méfierais volontiers de cette mise en axiome des constructions juridiques, mais encore une fois d'abord parce que je ne suis pas compétent. Mais tout de même, ça a été très utile. Pourquoi? Parce que ça m'a permis de dégager, d'essayer de distinguer différentes manières d'approcher les circulations. Je vous prends qu'un exemple, hein, je vais à l'essentiel, je ne prends qu'un exemple, la notion d'espace normatif de flux. On peut imaginer que la situation en mouvement crée son propre ordre juridique et que ça, c'est une modalité essentielle pour les constructions du droit. Je vous prends un exemple. Prenez un vol d'avion. Le vol d'avion est son propre ordre juridique. C'est-à-dire qu'il est capable de fédérer, surtout s'il traverse des frontières, des espaces internationaux, de réunir, de fédérer un nombre de règles absolument considérable. Toutes ces règles convergent pour que l'avion parte de Nice et arrive à Rio, par exemple. Une fois que le vol est fait, votre ordre juridique, il a joué son office, il est éphémère, il a vocation à disparaître. Mais si vous vous rapportez à l'ensemble des constructions, on a quelque chose de totalement organisé, avec du droit très très lourd. Hein, survol de l'espace aérien d'un territoire national, c'est du sérieux. On rigole pas avec ces choses-là. Avec des choses beaucoup plus soft, hein, des bonnes pratiques en matière de ce que vous voulez. Donc, on peut tout imaginer, mais toutes ces constructions ont réussi à converger sur un objet. Et cette convergence fait que l'objet, ici la circulation, mon exemple c'est le vol, va construire son propre ordre juridique pendant un temps donné. Si l'avion s'écrase, ce qui arrive rarement aujourd'hui, mais qui tout de même continue d'arriver, eh bien, vous imaginez bien que l'écrasement de l'avion va lui-même générer son propre ordre juridique. Un certain nombre de règles vont se construire autour de ce défaut de circulation. C'est encore dans mon sujet, parce qu'il parle de circulation, mais en l'occurrence de défaut de circulation, et ça fonctionne.
Voilà ce que je pouvais dire rapidement, hein, il ne me reste plus que 5 minutes, sur cette troisième entrée. Reste une dernière entrée, qui est la question du rapport entre la circulation et le contrôle, et plus exactement la perte de contrôle. L'approche un peu simpliste consiste à dire que le droit, c'est du contrôle. Et donc, si je mets du droit sur la circulation, c'est que je veux contrôler la circulation. Alors, évidemment, ça, on comprend assez vite que c'est une vision qui est quand même très simplifiée et qu'il y a un rapport qui, de mon point de vue, a été peu étudié entre droit, circulation et contrôle, qui est extrêmement riche, protéiforme, complexe même, et qu'il est intéressant de se saisir des interactions entre ces trois termes, hein, droit, circulation et contrôle. Alors, je ne vais pas le faire devant vous parce qu'il me faudrait quand même beaucoup plus de temps, mais je voudrais, juste pour illustrer le propos, vous donner un peu quel était le point de départ des réflexions sur cette quatrième entrée. Michel Foucault, dans son cours au Collège de France en 1978, établit un lien entre circulation, espace et sécurité. Alors, plus exactement, territoire et sécurité. Et il explique notamment que, à la faveur des premiers grands accords, notamment des traités bilatéraux, des accords marchands au XVIIe siècle, XVIe, XVIIe surtout, eh bien, on a cherché par la règle juridique à sécuriser les circulations. Donc, en gros, il s'agissait d'envoyer des navires en étant sûr que ces navires pourraient vendre la marchandise qu'ils avaient à bord en arrivant à destination et qui pourraient revenir chargés de nouvelles marchandises. Et donc, on a cherché par des règles juridiques, alors d'abord des contrats, puis on va dire des traités, hein, entre pays ou entre puissances, pour essayer de sécuriser le flux. Il prend un autre exemple qui est plus récent, enfin plus ancien, plus récent en l'occurrence, qui est celui de la circulation des véhicules de transport, avant même bien sûr que l'automobile ne fonctionne. Les premiers plans de circulation routière sont des outils juridiques contraignants destinés à organiser la circulation pour la sécuriser. Et la question que je me suis posée, est de savoir dans quelle mesure nous n'avions pas organisé une insécurisation de la circulation, c'est-à-dire que ce prisme extrêmement fascinant du tout circulant nous conduit aujourd'hui de plus en plus à des situations d'échappement. Alors on les traite, mais on les traite à la manière de ce que les économistes appellent des externalités négatives, c'est-à-dire que on laisse circuler, puis derrière on répare les dégâts. Hein, les gens au chômage, les usines qu'on ferme parce que bah, ça a été délocalisé ailleurs, les problèmes de sécurité alimentaire parce que bah, on pille les ressources dans un territoire pour les envoyer à l'autre bout de la planète. Je prends des exemples dans le domaine de la mondialisation, mais on pourrait prendre d'autres exemples. Et donc, on peut se poser la question de savoir dans quelle mesure le droit, par la promotion des échanges, n'a pas organisé une insécurité des échanges et dans quelle mesure il ne faut pas reconsidérer la règle de droit à l'aune de ce risque d'insécurisation. Alors là, je touche à des sujets très importants. Dans le travail, j'ai une approche systématique pour les personnes, les données, les capitaux et les déchets. Derrière toutes ces réalités, vous imaginez bien qu'il y a matière à se demander s'il ne faut pas reconsidérer la façon de faire du droit à propos des circulations, étant bien sûr d'avoir appréhendé le sujet. Et là, je propose une utopie. Hein, dans le travail, il y a une utopie. Là, c'est un grand moment d'amusement, si j'ose dire, que je me suis donné. J'ai imaginé que l'homme plein de sagesse, alors donc on va dire dans le sens vulgaire de philosophie, plein de sagesse, va accepter sa propre, de façon très stoïcienne, sa propre impuissance à contrôler les flux qu'il provoque, et dans quelle mesure cette impuissance à contrôler les flux va fédérer un certain nombre de constructions. Sans entrer dans le détail, je vous donne un exemple qui est important.
Aujourd'hui, en matière de flux provoqués par l'homme et qui posent des problèmes de contrôle, la question c'est qui contrôle quoi? Et bien sûr, les malins vont faire en sorte que ce soit le voisin qui ait la charge du contrôle et pas eux. Ça a été tout à fait remarquable hein, dans mes voyages, notamment dans des grands pays, que ce soit en développement ou développés, de voir comment les gens réagissaient par rapport à ces questions de flux et de responsabilité en termes de contrôle. Ça, c'est la manière dont on procède aujourd'hui. Si vous dites demain qu'on a perdu le contrôle sur un certain nombre de sujets, de manière définitive ou temporaire, c'est pas nécessairement, ça peut être local, ça peut être totalement global, c'est pas nécessairement des phénomènes que globaux. Mais quand on est en situation de perte de contrôle, la question n'est plus de savoir qui contrôle quoi, mais la question est de savoir qui supporte le défaut de contrôle. Et là, vous renversez complètement la perspective, puisque vous essayez de définir le cercle de toutes les personnes qui sont intéressées par cette perte de contrôle. Et de ce cercle des personnes intéressées par la perte de contrôle, vous essayez de prendre en compte la part que chacun doit supporter dans cette perte de contrôle. C'est tout à fait différent comme approche. Ce type de raisonnement, par exemple, je prends qu'un exemple, peut être un moyen de relire des mécanismes existants, aussi envisager de nouveaux mécanismes. Je fais les deux dans le travail. Je prends qu'un exemple de mécanisme existant qui vous parlera peut-être, les questions de responsabilité étendue qu'on applique en matière d'environnement, notamment pour les fabricants. Le fait de devoir suivre les conséquences euh, euh, de la migration, circulation du produit que l'on a fabriqué, même quand on n'est plus en situation de le contrôler, puisque par définition, vous l'avez vendu, il a été revendu, re-revendu, etc., etc. Donc, il est sorti de votre périmètre de contrôle au sens, disons, réaliste du terme. Eh bien, cette situation va être appréhendée par la règle de droit avec un mécanisme de responsabilité étendu où on va expliquer que vous continuez à être responsable même quand vous n'avez plus le contrôle de l'objet et qu'il est manipulé par d'autres. Voilà une manière hein, d'illustrer le propos. Alors pour conclure, je suis presque dans les temps, pour conclure, je voulais simplement vous dire que, comme je vous l'ai indiqué en commençant, j'aime bien essayer de... Donc ça, c'est un projet qui m'a quasiment pris 6 ans hein, de travail, il y a eu 4 ouvrages hein, publiés dans le cadre du projet IUF, une cinquantaine d'articles, enfin 80 conférences, il y a eu beaucoup de choses. J'essaye toujours, quand je termine un projet, d'en faire quelque chose pour après. Et je vous le dis, parce que ça peut intéresser des gens pour l'après, je voudrais essayer de mobiliser une approche antécédente. Et alors, l'espoir que j'ai, c'est d'essayer de voir dans quelle mesure le droit, qui n'est pas une science, qui n'est peut-être pas une connaissance, est un moyen de revisiter la théorie des connaissances ou la théorie des sciences. Je suis persuadé que le droit a quelque chose à dire en propre sur ces sujets. On peut balayer le sujet en considérant que puisque ce n'est pas une connaissance, il n'y a pas lieu de se poser la question. Je voudrais travailler l'hypothèse hein, où on accepte de considérer qu'il est potentiellement porteur d'une connaissance, ne serait-ce que pour vérifier ou infirmer l'hypothèse. Donc on fait le travail plutôt que de renoncer à le faire d'emblée. On essaye de faire le travail et j'ai un peu la conviction, je voudrais que les juristes prennent leur revanche, j'ai la conviction que les juristes ont quelque chose à dire. Peut-être pas quelque chose de très important hein, par rapport aux très hautes constructions théoriques qu'appellent ces théories sur la connaissance, mais à quelque chose à dire en propre et qu'il faut investir ce champ et c'est un peu ça que je voudrais essayer de faire et je prépare un ERC sur le sujet avec le soutien de mon université. Bon, les ERC, c'est très difficile à avoir, mais la meilleure façon de l'avoir, c'est encore de le tenter. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Un grand merci et un grand bravo, Jean-Sylvestre. Vraiment, c'était tout à fait passionnant. Et je vous avoue que j'hésite déjà sur l'ordre des questions que je vais vous poser. Je commence peut-être par avoir la courtoisie de laisser la parole aux collègues s'ils veulent eux-mêmes poser des questions. Et sinon, je n'hésiterai pas à engager les discussions. Alors, le temps que les questions montent, je vais peut-être vous poser des questions dans un ordre antéchronologique
puisque le lien sera peut-être plus facile à faire avec les propos que vous venez tout dernièrement de tenir. Avec peut-être une question sur ce que vous avez appelé l'insécurisation de la circulation, que j'aimerais mettre en lien peut-être avec l'école de Nice, puisque vous l'évoquiez dans votre introduction. Est-ce que les exemples que vous avez donnés ne pourraient pas plutôt participer d'une forme d'inégalisation de la circulation plutôt que d'insécurisation? Je dis cela parce que ce sont autant d'exemples, sauf erreur de ma part, hein, mais qui ont été mobilisés notamment par Laurence Bois, qui était très attachée à la notion de néo-féodalité à l'ère de la mondialisation et qui montrait comment la circulation en fait était un outil de contrôle et de subordination des plus forts économiquement vis-à-vis des plus faibles. Et on serait plus sur une idée donc de sécurité, mais d'égalité à cet égard. Alors, si je pars sur... bon, d'abord, merci, hein, Agnès, de ces gentils mots de retour. Si je pars sur l'hypothèse de la circulation totale, hein, qui est, encore une fois, pas la seule hypothèse, mais qui est celle qui questionne le plus ces questions, l'avantage d'appréhender le sujet en termes de circulation totale, c'est que tout le monde est dedans. Vous n'avez pas des gens qui profitent du système et des gens qui en souffrent. Alors bien sûr, vous en avez toujours, mais le propre d'une circulation totale, c'est que personne est en situation de contrôle. Alors on peut nourrir des théories complotistes en disant qu'il y a trois illuminés qui contrôlent la planète, qui ont par ailleurs des pratiques honteuses, mais bon, vous le savez, c'est fait partie des éléments qu'on essaye de se persuader que le contrôle est quelque part. Moi, j'essaye de montrer que dans des scénarios, encore une fois, tout à fait banals ou beaucoup plus originaux, enfin beaucoup plus extravagants, ordinaires, hein, ou plus extravagants, on a une perte totale de contrôle qui implique tout le monde. Et donc, je ne rentre pas dans ce jeu de déséquilibre ou de provocation d'inégalité avec un souci de rééquilibrage. Ça ne veut pas dire qu'il est totalement absent. Je prends un exemple. Et je vais répondre par rapport à ce que j'ai fait, hein, pas spécialement par rapport aux approches de Laurence et notamment sur la néo-féodalité. Je prends un exemple très, très précis. Prenez les traités de libre-échange. Dans les processus d'arbitrage, que ce soit l'arbitrage au sens large, hein, que ce soit au titre du contentieux du libre-échange ou du contentieux sur l'investissement, il est absolument frappant de constater que à chaque fois qu'il y a un obstacle à l'échange ou à l'investissement, on va discuter la nécessité, la proportionnalité de cet obstacle, mais jamais on va placer, souvent c'est un arbitre, au sens institutionnel ou non du terme, hein, jamais on va placer le juge, peu importe, en situation de pouvoir discuter la nécessité et la proportionnalité du libre-échange. C'est absolument frappant de voir que vous avez une sorte de construction qui fait que l'enveloppe qui est celle du libre-échange n'est jamais discutée. On va la traiter par les externalités négatives, donc on va donner de l'argent aux pays pauvres, aider les gens qui n'arrivent pas à supporter les effets d'eux, etc. Hein. Mais si vous prenez le périmètre du droit, et là en l'occurrence le périmètre du juge, le juge est en situation de ne pas pouvoir mettre en balance les éléments qui font la scène de l'affaire qu'il a à traiter. Alors je ne dirais pas que c'est inégalitaire, mais c'est totalement déséquilibré. C'est-à-dire que on est dans un système où, au fond, on refuse de discuter de tout. Alors, on comprend bien la nécessité, bien sûr, on comprend bien la logique. Je ne dis pas qu'elle est mauvaise, hein, je ne suis pas en train de dire qu'elle est mauvaise, mais moi, je la questionne. Est-ce qu'on peut continuer à travailler comme ça? Je prends un exemple précis, en étant pas trop long. Il y a une affaire qui m'a été indiquée au gré de mes voyages, hein, entre les États-Unis et le Canada sur des questions de transport de déchets, avec notamment des transports de matières qui sont aujourd'hui interdites par un traité international. La question, il y a eu une interdiction d'exportation du Canada vers les États-Unis pour le traitement de ces déchets. Et c'est allé devant un arbitrage international pour savoir si la règle de libre-échange avait été ou non violée.
Dans cette affaire, les arbitres ont clairement fait prévaloir la règle du libre-échange, c'est-à-dire que aucun motif n'était de nature à justifier l'entrave à la libre circulation qui avait été établie par traité entre ces deux pays nord-américains. Ils ont bien considéré la justesse de l'argument, le caractère hautement dangereux de la substance qui a été traitée, mais à aucun moment ils ont cherché à remettre en cause le paradigme. Hein, et donc ça, c'est un a priori. L'a priori de libre-échange de leur objet. Donc moi, je ne me suis pas tellement intéressé à des questions d'inégalité. Hein. Je parle un peu des vulnérabilités parce qu'elles sont source de flux, hein, bien sûr. C'est tout le rayon faible hein, qui produit un effet d'aspiration. C'est comme ça que ça marche. Hein. Donc on va toujours aller, le propre c'est l'argent, hein. On va toujours aller vers le territoire qui va laisser faire et c'est ça qui va permettre le flux hors de contrôle. Donc je n'en ai pas parlé en tant que tel, mais en revanche, je me suis bien intéressé aux éléments dans la discussion et dans quelle mesure on s'interdisait, notamment comme juriste, d'examiner un certain nombre de considérations. Je ne sais pas si ça répond à votre question, Agnès. Alors, non seulement ça répond à ma question, et en plus, ça me fait une transition parfaite pour les deux autres questions que je voudrais vous poser. La première, j'essaye de mettre en lien ce que vous venez de dire au sujet de l'a priori et de ce côté totalisant, pour ne pas dire totalitaire, hein, du principe de libre circulation. Est-ce que cela veut dire que si on tient compte de votre point d'entrée modal, vous avez pu conclure dans vos recherches que les antécédents que vous décrivez vont influencer la logique normative dans la mesure où cela va façonner un modèle axiomatique de normes avec des postulats qu'il n'est pas possible justement de discuter, précisément parce que ces antécédents ont une influence sur la méthodologie, sur cette entrée modale et logique que vous proposez d'analyser. Et si oui, est-ce que vous pourriez nous faire part de ces postulats ou de ces axiomes que vous avez relevés en dehors de celui que vous illustrez? Et la deuxième question, elle porte sur l'absence de contrôle. Est-ce que dans certaines circonstances, l'absence de contrôle n'est pas un levier de contrôle, justement? Je pense à un exemple récent qui a été notamment discuté sur France Culture il y a peut-être quelques jours, au sujet de la suspicion qu'auraient certains d'une intention de l'État marocain de laisser arriver en Espagne 5000 migrants à la nage. Et finalement, l'absence de contrôle ici serait l'expression d'un pouvoir. Mais on pourrait penser à des déclarations du président turc il y a quelque temps et à ce qui se passe en Europe de l'Est aussi. Alors, merci pour ces deux questions. Là, on touche à des choses vraiment importantes hein, par rapport à l'approche du sujet. La question de l'antécédent, il y a deux approches de l'antécédent et de la manière dont il va avoir des répercussions sur les constructions du droit. Soit vous dites qu'il n'est pas juridique, c'est-à-dire vous continuez à le cantonner dans du non juridique, donc au pire, vous le méprisez. Hein, donc vous allez écrire que c'est pas juridique, donc c'est pas juridique, donc ça vous intéresse pas. Et quand un juriste dit que quelque chose n'est pas juridique, en général, hein, il y a des exceptions, mais il n'en parle plus. Mais ça, c'est problématique. Parce qu'il ne nous dit pas ce que c'est. C'est là, il nous dit que c'est pas du droit, mais il ne l'a pas fait disparaître pour autant. Et ça, c'est quand même incroyable qu'on ne soit pas capable ensuite de le garder quelque part dans son schéma mental, surtout si ce quelque chose a une incidence considérable. L'exemple typique, c'est l'expression besoin du commerce international, qui a été véhiculée pour notamment en France poser un système d'arbitrage avec un principe de validité de la clause compromissoire, une autonomie totale du processus arbitral. Alors tout ça est sujet à discussion. L'Europe est en train de mettre un bazar considérable et les arbitragistes sont absolument vent debout sur ces évolutions. Je n'ai pas d'avis là-dessus, hein, je ne suis pas spécialiste de ces sujets. Mais ce qui est intéressant pour moi, c'est est-ce que vous investissez ou non le lien entre besoin du commerce international, sa pauvreté en termes de signification juridique, ça ne veut rien dire sur le plan juridique.
C'est les besoins de qui, les besoins de quoi? On ne sait pas, hein, on n'a pas les réponses à ces questions. Bon, on comprend bien que c'est faut que ça circule, c'est bien que ça circule, c'est source de richesse, de profit, etc. Enfin, on reste quand même à un niveau, disons, très faiblement construit, hein, du sujet. Et comment cet élément très faiblement construit débouche sur des constructions juridiques très hautement charpentées. Dire qu'une clause arbitrale échappe à l'ordre juridique étatique par principe, hein, même s'il peut y revenir par d'autres biais, par le mécanisme d'ordre public, c'est extraordinairement puissant d'un point de vue juridique. Ça veut dire que vous reconnaissez l'existence d'un ordre juridique arbitral autonome. C'est bien sûr des choses qui ont été écrites et défendues, comme vous le savez. Donc, voilà un exemple où on ne fait pas le lien. On ne cherche pas à faire le lien, et pourtant, ça entraîne des conséquences extraordinaires. Deuxième exemple où on fait le lien, c'est l'Union européenne. Bon, je reste sur des sujets assez internationaux européens, hein, mais c'est la discussion qui le veut, mais il y a d'autres exemples, hein, y compris dans les matières internes. Si vous prenez l'exemple du droit de l'Union européenne, là, on a, à la façon de Kelsen et de la norme hypothétique, hein, qui va devenir le référent final non discuté d'un système, et donc qui va avoir une fonction axiomatique, là, clairement, eh bien, on a décidé que la liberté de circuler allait fonder un système. Alors moi, je me suis intéressé à la manière dont, comment on est arrivé à ça. Et j'ai retrouvé le fil en établissant le lien entre les solidarités de fait voulues par Robert Schuman pour rendre interdépendantes les économies des États qui vont devenir ensuite des États membres pour éviter qu'ils continuent à se détruire, et les solidarités de droit qui sont postulées par le système juridique de l'UE. Donc là, vous avez quelque chose qui est traçable, c'est-à-dire qu'on voit bien comment l'antécédent a priori non juridique, hein, la solidarité de fait, va se transformer en un élément de construction juridique avec toutes les imperfections. Aujourd'hui, la solidarité de droit, eh ben, elle prend des coups de canif énormes dans le système UE avec la situation de la Pologne, de la Hongrie. Et il y a encore pas plus tard que hier une décision qui concerne l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie et qui vient rajouter des éléments à cette discussion. Donc, c'est ça qu'on peut faire par l'antécédent. C'est qu'on peut essayer d'établir un pont, et ce pont entre encore une fois l'avant et l'après, et ce pont, il peut prendre des formes extrêmement variées. Et je ne dis pas que ça doit répondre à un seul modèle. Moi, je ne crois pas du tout à une modélisation unique. Je crois au contraire à plusieurs possibilités d'essayer de faire dialoguer les deux. Mais si on n'établit pas ce pont sous le prétexte qu'avant, ben, ce n'est pas du droit et que seul le droit nous intéresse, on ne discute pas, au fond, la rationalité de nos constructions qui se trouvent être, à un moment, en tout cas, hors du droit. C'est évident qu'elles sont hors du droit. Ça ne veut pas dire que ça en fait du droit pour autant et qu'on doit refaire du droit de manière totalement différente pour autant. On est libre de faire ce que l'on veut, mais il faut avoir conscience quand même de déterminer d'où viennent les choses. Alors, sur l'histoire de l'absence de contrôle et du fait que c'est un outil de contrôle, bien sûr. Alors, dans le travail, il y a tout un... C'est presque de la rhétorique. Je me méfie hein, de la rhétorique de manière générale, mais c'est quelque chose que j'ai essayé de systématiser pour montrer que... Alors je vous donne un exemple. Je dis, par exemple, plus il y a de contrôle, plus il y a de perte de contrôle. Pourquoi? Parce que plus vous mettez des contrôles, plus vous prenez le risque qu'à un moment donné, il y a un contournement du contrôle. C'est clair. Si vous laissez faire, s'il y a un faible niveau de contrôle, il y a un risque plus bas, quantitatif, que vous perdiez le contrôle, puisque par définition, vous n'avez pas des velléités de surcontrôle. Donc, quand la règle de droit postule un contrôle, dit on va contrôler, elle doit comprendre que plus elle dit qu'elle contrôle, plus elle ouvre des possibilités de perte de contrôle. Ça, c'est un exemple qui n'est pas le vôtre, hein, mais c'est un exemple qui vous montre la relation entre les deux. Là, l'histoire de la perte de contrôle pour garder le contrôle, en tout cas
pour jouer un jeu géopolitique dans la crise diplomatique entre l'Espagne et le Maroc dans ce triste exemple de Ceuta, eh bien oui, c'est ça. C'est comment on utilise des moyens de débordement, donc de perte de contrôle, pour essayer de reprendre le contrôle d'un territoire qui n'a rien à voir, qui est le Front Polisario, avec la géographie de Ceuta et de cette petite enclave espagnole en territoire marocain. Voilà, bien sûr. Merci beaucoup pour vos réponses. J'ai le plaisir de recevoir des questions dans le chat. Je Ah, me permets de vous en livrer deux ensemble. ouais, Euh, sauf moi, c'est écrit en tout petit, hein, j'arrive pas à lire. je vais le lire. On a une question du professeur Hervé Cos, tout d'abord. Et ensuite, Bonjour une Hervé, où est-ce question. qu'il est Hervé? Ah, il est là Hervé, je l'avais pas reconnu. Bonjour Hervé. Et dans un deuxième temps, une question d'un étudiant de la licence. Donc la première question de notre collègue, je lis hein, ce qui a été posté tel que cela a été rédigé. Question naïve peut-être, purgée in limine. J'ose tout de même, quelle est la différence ou l'intérêt de la différence entre le mouvement et la circulation, outre le fait que la seconde se loge probablement dans la première? Et la question de notre étudiant, c'est la suivante. Est-ce que l'on peut considérer la circulation au-delà du contrôle comme une manière de saisir ou appréhender le droit contemporain, c'est-à-dire une manière de saisir les situations d'incertitude contemporaine, ou tout simplement une manière de dire, par rapport aux grands enjeux actuels comme la crise migratoire ou le changement climatique, que le droit est impuissant parce qu'on est dans une situation de perte de contrôle? D'accord. Alors, pour répondre à la première question d'Hervé, dans l'entrée de l'ouvrage, c'est Situations en mouvement. Bon, quand on travaille sur ces sujets avec une perspective un peu internationale, il faut aussi tenir compte des usages dans les autres langues, hein. Et circulation a un sens très circulation routière en anglais, hein. Ils utilisent flow, ils utilisent in motion, ils utilisent movement, c'est encore autre chose, c'est mouvement politique, hein. C'est pas mouvement au sens où on l'entend. Donc, on est un peu pollué par ces éléments-là dont il faut tenir compte parce que, bon, même si l'ouvrage là est en français, je vous le dis au passage, l'ouvrage va être partiellement adapté en anglais avec une entrée qui sera Foucaultienne, hein, c'est ce que je disais à la fin du travail. Et il est en train d'être traduit et il sera en ligne gratuitement. Je ne vous dis pas l'éditeur parce que ce n'est pas encore acté, mais il sera, pour la diffusion du travail, il sera diffusé. Donc j'ai été un peu quand même euh, aussi influencé par les usages dans d'autres langues, en tout cas dans une autre langue qui est l'anglais. Donc situation en mouvement, c'est bien le terme générique. Et à l'intérieur, la circulation, c'est quand même l'idée qu'on va organiser le mouvement. C'est ça la circulation. Que ce soit la circulation des énergies, la circulation du sang dans le corps humain, ça c'est Saint-Simon. Saint-Simon était obsédé par les questions de flux et d'organisation des flux. Voilà, là oui, je cite un philosophe. Donc, il y a une acception de la circulation qui est beaucoup plus étroite que situation en mouvement. Moi, dans le travail, je le dis dans l'introduction, j'ai décidé de banaliser trois expressions, situation en mouvement, circulation, bon, les mobilités, ça concerne les personnes, c'est un langage qu'on utilise pour les personnes. Voilà, donc il y a un certain nombre de mots que je tiens pour équivalents. Après, j'ai essayé d'être clair, c'est-à-dire que j'utilise beaucoup circulation dans l'écrit parce que il est, comment dire, il tient un seul mot, donc c'est déjà mieux que d'avoir situation en mouvement, c'est déjà plus long. Voilà, donc je les tiens pour équivalents, mais on peut bien sûr réfléchir à des sémantiques différentes. J'ai fait un travail de recherche, je prends un exemple. Si vous prenez interopérabilité, par exemple, qui est un terme très important, ou portabilité, ce sont des termes très importants de la circulation. Ils occupent des places relativement confidentielles en droit, dans des matières très spécialisées, droit commercial ou droit de la communication, par exemple. Mais ce pas des expressions qui sont très répandues. Ben, ça pourrait être des expressions qu'on pourrait chercher à généraliser, hein. La notion de portabilité, on pourrait l'appliquer à plein de choses différentes, hein. Et elle est très intéressante. L'interopérabilité, c'est pareil, hein. Voilà, donc j'espère que je réponds à la question d'Hervé.
Situation, mouvement, c'est l'entrée générale. Circulation, c'est effectivement plutôt un sous-élément. Alors, la deuxième question sur circulation totale au-delà du contrôle et les questions d'incertitude, notamment juridique dans un monde contemporain. Là, on est, pour dire les choses très simplement, on est quand même typiquement dans une approche en termes de risque. C'est-à-dire que à partir du moment où on accepte qu'il y a un risque de perte de contrôle, on fait de ce risque de perte de contrôle l'objet du traitement, et notamment du traitement juridique, pas seulement, hein, aussi pour des politiques publiques, des initiatives privées, l'assurance, tout ce que vous voulez. Donc, il y a des tas de mécanismes qui peuvent entrer en jeu qui n'intéressent pas nécessairement directement le droit ou exclusivement le droit. Mais la question, c'est de savoir est-ce que vous acceptez de faire de la perte de contrôle, et notamment de la perte totale du contrôle, l'objet de votre traitement. Et ce que j'essaye de montrer dans le livre, c'est que on dépense beaucoup, et les questions migratoires sont un exemple patent, on dépense beaucoup plus d'énergie à se persuader que la situation reste sous contrôle ou peut revenir sous contrôle que l'on accepte, pour des tas de raisons, de considérer que la situation est hors de contrôle. L'exemple magistral que nous livre l'actualité, c'est le Covid. Le Covid, il n'y a rien à faire. Il y a un moment, si on fait une lecture du discours politique, hein, ben, ça revient en boucle. On dira a posteriori qu'on a perdu le contrôle, mais on dira qu'on a perdu le contrôle quand on prétend pouvoir dire qu'on l'a retrouvé. Hein, vous voyez, donc sinon, on continue à dire que la situation est sous contrôle, ou on dit qu'elle est hors de contrôle chez le voisin. Hein, on voit des articles du Monde. L'Inde, la situation est hors de contrôle. Sachez que j'ai proposé un papier, il n'a pas été accepté, mais c'est difficile de publier dans le monde, sur l'illusion du contrôle. Ils ont dû se dire, ce mec va donner le sapel moral de tout le monde. Et ils ont refusé de le publier. Je l'ai publié sur mon blog. Voilà, évidemment, ce n'est pas la même diffusion, mais c'est pas bien grave. Voilà, c'est pas. Donc j'espère que je réponds à la question. J'ai la chance d'intervenir dans un colloque sur l'insécurité juridique, un beau colloque organisé par la Cour de cassation qui a été filmé, etc. Et bah, c'était ça mon propos, c'était de dire, tant que vous discourez sur le contrôle qui n'existe pas, vous créez de l'insécurité juridique. Et si vous voulez accepter de faire entrer ces pertes de contrôle dans le périmètre du droit avec cet espoir quand même qu'on ait un peu plus de sécurité juridique, eh bien, il faut savoir de quoi on parle. Et donc, savoir qu'on parle de perte de contrôle, y compris de perte totale de contrôle. Alors, je vous remercie d'avoir fait allusion à la notion d'interopérabilité, parce que c'est notamment une question que je voulais vous poser sur la réflexion que vous avez pu avoir éventuellement au sujet de l'exploitation par le droit des nouvelles technologies au service, notamment en matière européenne, je suis désolée, je reste dans cet exemple encore, mais du développement de frontières intelligentes. C'est-à-dire que face à cette perte de contrôle, hein, dont on a bien compris l'enjeu important dans votre démonstration, compter sur une sorte d'infaillibilité fantasmée, mais qui ne peut se faire qu'au prix d'une meilleure circulation, d'un meilleur partage des informations, puisque l'idée de l'interopérabilité hein, pour les frontières intelligentes, c'est de mettre en commun le contenu de différents fichiers pour pouvoir reconnaître, identifier les personnes en déplacement et appliquer la norme correspondante de façon plus automatique ou efficace et reprendre le dessus hein, sur les mouvements non contrôlés. Et bien sûr, vous pouvez me contredire hein, si mon analyse est mauvaise. Moi, ce que je vois dans ce beau sujet, hein, il y a un très beau livre, il y a deux théâtres qui ont été très travaillés, la Smart Border, vous savez qu'on l'a appelé comme ça, la frontière canado-américaine, avant Trump, avant que Trump mette tout par terre. Et puis un très beau livre, je n'ai pas le titre en tête, en anglais. C'est bâti comme un livre avec des materials, il y a des éléments de texte, de décision, etc. C'est sur la frontière mexicaine. Bon. Donc, juste pour vous dire qu'il y a des choses vraiment très intéressantes sur ce sujet. Ce qui est clair, c'est que très souvent, la course après le contrôle des circulations
génère ses propres circulations. C'est comme une fuite en avant, quoi. Alors, je prends un exemple dans un autre domaine, c'est tout le traitement des données de masse, ce qu'on appelle le big data. L'idée qu'on va réguler le traitement des données de masse, ben, ça veut dire qu'on va fabriquer des données pour réguler la circulation des données de masse. Donc, on va rajouter au pot. Et là, il y a un effet d'entraînement. Je ne vois pas comment on pourrait, comment on peut prétendre faire marche arrière, sauf à débrancher la prise, quoi. Hein. Je ne vois pas comment c'est possible. Et je ne vois pas comment, bon, je suis très critique à l'égard des discours qui considèrent que le droit d'un individu de contrôler ses propres données, c'est le moyen de lutter contre ces phénomènes de circulation. Je trouve que ce point de départ est faux, qu'il est en permanence bafoué, foulé aux pieds. Bon, alors, on a beau bomber le torse, faire semblant qu'on contrôle la situation, je pense qu'on contrôle rien. Mais ce qui est intéressant, c'est que contrôler les flux, c'est très souvent, surtout quand on essaye de développer des mécanismes intelligents, donc en interaction avec le flux, c'est ajouter au flux. Et donc aggraver la situation de perte de contrôle, parce que plus il y a de flux, plus il y a encore une fois de risque que vous perdiez le contrôle de ces flux. Voilà la réflexion que ça appelle. C'est une très bonne entrée, très bon exemple. Alors, plusieurs questions dans le chat. Première question de Marianne Forabad. La réflexion sur l'appréhension par le droit de votre objet d'étude, les circulations et mouvements géophysiques, laquelle observe nos tropismes de juristes pour montrer qu'on peut les accepter et les dépasser pour revisiter les constructions juridiques et les voir avec un autre regard, grâce entre autres à la connaissance des antécédents. Eh bien, cette réflexion à partir de la circulation, l'avez-vous menée par et pour cet objet d'étude ou comme modèle transposable à d'autres objets? Alors, ce qu'il y a de sûr, c'est que je n'ai jamais, avant ce travail, je n'ai jamais emprunté ce vocabulaire des antécédents et des a priori. Mais ça ne veut pas dire que ça n'a pas été fait. Bon, bien sûr, je vous ai dit, je prends un exemple, un exemple remarquable, quelque chose qui est assez peu connu. Adolphe Renache, vous connaissez peut-être, c'est un ouvrage qui a été traduit en français, développé une théorie a priori du droit civil avec 4 modalités qui expliquent, selon une logique modale, les ressorts du droit civil, alors en l'occurrence allemand, mais c'est transposable dans notre système, on est dans la même famille juridique, donc dans notre système romano-germanique. Donc il y a des choses qui ont été faites par d'autres. Personnellement, moi, je ne l'avais jamais fait. Et ce qui m'a amené à le faire, c'est justement le fait que je me suis donné un objet qui n'était pas un objet normé en droit. La circulation totale au-delà du contrôle, qui plus est, qui n'était normé dans aucune discipline. Ça, c'est un élément, je l'ai déjà dit, je l'ai dit dans d'autres lieux, je le redis ici parce que c'est important. C'est une vraie chance de travailler un sujet qui n'est pas déjà l'objet d'une discipline. Par exemple, si vous prenez, je prends une thèse là, que j'ai parcourue sur neurosciences et droit, bon, ben, la neuroscience, c'est une connaissance qui est déjà accaparée par une discipline. Et après, il y a la question de savoir si on va établir des ponts avec le droit et dans quelle mesure le droit est capable d'être attiré, ou je reprends le plan de thèse, ou de réceptionner l'institution. Moi, j'avais la chance d'avoir un objet qui n'existait pour aucune discipline. Du coup, je me suis moi-même placé en situation antécédente, puisque je me suis intéressé au moment d'avant. Un peu comme Santi Romano s'est intéressé à l'organisation sociale dans l'entreprise, dans la famille, dans l'église, dans la mafia, dans la société internationale, et ensuite a envisagé le passage au droit. Et donc, c'est ça qui a facilité ma démarche. Voilà. Maintenant, je suis convaincu, alors ce n'est pas l'avant mais l'après, que cette approche antécédente, donc il faut que j'arrive à marketer un mot. J'ai une discussion très intéressante avec Michel Tropper que j'ai fait venir à Nice dans le cadre du colloque sur le sens des libertés économiques, qui me dit, Jean-Sylvestre, tu ne peux pas parler d'antécédent parce qu'il y a un mot qui existe, c'est a priori, donc il faut rester sur a priori. En gros, tu te fatigues pour rien. Donc, j'essaye d'amener, parce que je veux amener un mot qui n'est pas transcendantal, qui n'est pas kantien, justement. Donc, mon effort sera pour l'avenir de fournir, de faire l'effort nécessaire pour essayer d'amener ce mot, qui n'est pas parfait non plus.
antécédent en anglais, ça veut dire historique. Hein. Donc, ça va pas, c'est pas ce que je veux dire. Bon, donc il faut sans doute travailler le truc, mais je vais la garder pour l'après. Mais en revanche, avant, non, je crois que je n'ai jamais eu cette démarche. Mais ça, c'est le fait de vieillir. Hein. Le seul avantage, c'est qu'on est obligé de se renouveler, hein, et donc ben, on fait un peu autre chose. Voilà. Mais encore une fois, c'est venu parce que c'est venu par le sujet et parce que j'avais cette intuition de partir d'un objet non normé qui préexistait à des constructions juridiques. Une question maintenant de Yacouba Silakoïta, qui vous remercie pour votre exposé et se demande tout d'abord: un élément qui retient l'attention dans votre recherche est le caractère large et quasiment infini des situations en mouvement. On peut y ranger un très grand nombre de choses qui soulèvent sans doute des questions différentes. Cela ne constitue-t-il pas une difficulté pour vous? Et ensuite, suite de la question, pardon, j'ai le chat qui s'échappe, voilà. L'arbitre, qui est le juge du commerce international et sans doute de la mondialisation, occupe-t-il une place particulière dans vos travaux? Alors, la première question est vraiment, enfin, les deux sont pertinentes, mais la première est tout à fait pertinente. Il y a plein de gens qui travaillent sur les circulations. Je prends un domaine particulièrement charpenté, la circulation des personnes. Vous imaginez bien que ces gens-là, quand ils m'ont vu arriver, bon, il se trouve que j'en connais un certain nombre, parce que j'ai la chance de connaître plein de gens et de travailler avec plein de gens différents, mais ils m'ont vu arriver en disant bon, qu'est-ce que Berger va nous apprendre sur les mobilités, les questions migratoires, alors que on travaille dessus, enfin des gens travaillent dessus depuis des décennies, hein, bien sûr. Et ma réponse à, alors d'abord j'ai toujours, sachez que dans le projet, j'ai eu la démarche d'aller les voir ces gens-là. J'ai ouvert des boîtes. Hein. La première partie du projet, la première année et demie a été horrible pour moi, hein, parce que d'abord je lisais des trucs, je comprenais à peu près rien, et ensuite j'ouvrais des boîtes. Et donc, j'allais m'exposer avec des gens qui travaillaient sur leur objet, mais pas avec un questionnement transversal comme le mien. Et donc, je suis allé les voir, j'ai discuté avec eux et je leur ai dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir observer pour les personnes les données, les capitaux, les déchets. C'est les 4 domaines que j'ai exploités de manière récurrente. Il y en a d'autres, mais c'est ces 4 exemples qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Hein. Même si vous parlez de personnes et de déchets, il faut faire attention dans quel ordre vous annoncez les choses, parce que ça peut être mal compris. Donc, évidemment que ça n'a rien à voir. Je leur ai dit, moi, ce qui va dégager des choses, des manières de travailler, de penser, d'approcher les objets comparables dans des domaines qui n'ont rien à voir avec les uns et les autres, ben, peut-être que je suis pas loin, alors je vais utiliser un mot qui n'est pas correct, je suis pas loin d'une vérité. Je suis en train de parler de quelque chose qui est opérationnel, disons, pour parler plus simplement. Et je crois, et ça c'est quelque chose que je fais depuis maintenant assez longtemps, vu que je me méfie des matières, vu que je me méfie des systèmes de pensée clos, moi je fais tout le temps ça. Je travaille toujours à l'intersection, je dis souvent les angles morts, c'est-à-dire pas sur les boulevards, parce qu'il y a plein de gens qui travaillent déjà sur les boulevards et que voilà, et qu'il faut aussi des gens qui travaillent un peu à la marge. Sans doute pour dire des choses moins importantes, bien sûr, sans doute pour faire des choses qui sont moins, comment dire, spectaculaires d'un point de vue construction. Mais voilà, je suis tout à fait raisonnable dans mes ambitions de ce point de vue-là, et tout à fait clair. Ça m'est complètement égal. En revanche, parler de ce dont on ne parle pas, c'est-à-dire de la rencontre de la carpe et du lapin, c'est un reproche qui m'a été fait dans ma soutenance de thèse par un membre du jury, et je lui avais répondu que oui, il fallait marier la carpe et le lapin aussi en droit, et pas que marier les carpes ensemble et les lapins ensemble. Voilà. Donc c'est intéressant, mais évidemment c'est difficile. Alors, j'ai survécu, j'ai réussi à le faire. C'était pas gagné, hein, j'étais pas certain d'y arriver. Je vous le dis, hein, très très sincèrement. Mais j'ai réussi aussi parce que, enfin, j'ai réussi. Disons que je suis allé au bout du projet parce que je me suis bien entouré. C'est-à-dire que je suis allé voir. Je prends un exemple que connaît bien Hervé. Je suis ignorant sur la circulation des capitaux. Euh, bon, c'est quand même un domaine extraordinairement complexe, quoi. Et donc, alors, je ne prétends pas dire des choses
véritablement intéressantes, mais j'ai commis pour les mélanges de l'AEFB, parce qu'on m'a gentiment proposé d'y écrire, un article, et je parle par exemple de l'ouvrage d'un auteur italien, Carnelutti, qui a en 1933 créé une théorie de la circulation à propos des titres de crédit. Ben, je pense que ce genre de lecture, qui est en général, je ne sais pas si Hervé connaît ce travail, qui en général n'est pas connu, en tout cas en France, des spécialistes de droit bancaire et financier, ben, est très utile de voir comment quelqu'un a pensé la circulation comme l'ontologie du titre de crédit, avec des explications, je ne les donne pas ici, hein, mais des explications très convaincantes sur l'utilité de cette référence à la circulation. Donc, c'est utile et ça a été plutôt bien accepté. Enfin, les retours que j'ai pour l'instant, c'est que les gens l'ont pas vu comme une atteinte à leur périmètre, une façon de dire que je peux penser mieux les problèmes qu'eux alors que je ne suis pas un spécialiste, parce que j'ai jamais dit que j'allais penser les problèmes comme eux les pensent, mais que je m'intéressais au pont qu'on pouvait passer entre des réalités qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Alors, juste une précision, je ne sais pas quelle est votre position pour celui qui pose la question. Bon, bien sûr, quand on fait une thèse, c'est plus compliqué de faire ça, hein, parce qu'il faut être identifiable dans un champ, et il y a une question d'acceptation de son travail, il faut rentrer dans un cercle. Bon, moi, j'ai fait des efforts de rentrer dans des cercles qui ne me passionnaient pas, le droit international privé, par exemple. J'ai toujours été sceptique avec cette matière. Bon, mais avant de la renier, il a fallu quand même que je remplisse les cases, quoi. Hein. Donc, j'ai fait le job, et puis gentiment, j'ai dit à un moment qu'un jour que je ne ferai pas jusqu'à la fin de ma vie les commentaires d'arrêt à la revue critique de DIP, quoi, en droit d'auteur, parce que c'était ça qui allait m'arriver si je continuais le chemin. Et je l'ai écrit à Paul Lagarde en 2002. Bon, il a très bien compris que il m'avait dit avant qu'il n'avait plus le contrôle sur Berger, quoi, que Berger, il faisait ce qu'il voulait. Voilà, donc ça, c'est très bien, ça s'est gentiment passé. Deuxième question, je ne suis pas un spécialiste d'arbitrage, pas du tout. Alors, j'ai une formation de droit sur le privé, droit du commerce international, donc j'ai fait quand même un peu d'arbitrage. Il y aurait, ça c'est un peu l'espoir que je nourris, ce serait une chance pour moi que des spécialistes de tas de sujets décident de prendre appui sur ce travail pour mener une réflexion critique sur mon travail, ou enfin, positive ou négative, peu importe. Mais l'arbitrage serait une entrée comme une autre. Ce qui m'intéresse surtout dans l'arbitrage, c'est ce que je vous ai dit dans l'explication, c'est le fait qu'il y a un périmètre de décision qui fait que il y a des éléments qu'on a sortis du débat juridique, hein, qu'on a placés hors cadre de discussion. On a des dogmes, on a créé des éléments indiscutables et qu'on ne peut pas discuter. Et les arbitres font leur boulot. C'est normal qu'un arbitre protège l'investissement étranger. Je veux dire, c'est le but de l'arbitrage d'investissement. Donc, s'il y a 90% des sentences qui donnent tort aux États, c'est qu'ils font leur travail. C'est pas qu'ils sont corrompus, ces arbitres, hein, c'est qu'ils font leur travail. Ils font leur travail de défense de l'investissement étranger face à des comportements non conformes des États qui accueillent ces investissements. Bon, jusqu'au jour où on se dira qu'on ne peut plus continuer comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a un déséquilibre beaucoup trop important dans la prise en considération des intérêts à mettre en balance, avec derrière des enjeux sociaux, humains, parfois considérables. On a des exemples tout à fait remarquables, comme chacun sait. Alors, une dernière question, peut-être pour clôturer le séminaire. Vous avez employé l'expression suivante en introduisant votre sujet. Vous avez dit « j'aime me placer en situation d'incompétence ». Et là, vous venez de dire que vous aimez vous placer en situation d'intersection. Ma question est la suivante. Est-ce que le fait de se placer en situation d'incompétence, d'un point de vue méthodologique, n'est pas la meilleure manière de s'affranchir de ses propres antécédents, de ses propres biais? Alors, est-ce que c'est un synonyme d'ailleurs, biais d'antécédent, dans la façon dont vous l'utilisez ou pas? Et le fait d'être à la fois incompétent et à l'intersection, est-ce que ça vous a aidé à identifier des biais disciplinaires qui peut-être ont été recensés, je ne sais pas, dans votre ouvrage? Et est-ce que vous pourriez nous dire un mot des biais que vous avez reconnus dans votre champ d'études au sujet de la circulation? Alors d'ailleurs, il pourrait être disciplinaire, ce qui permettrait de mettre en valeur des effets de champ, mais on pourrait se demander s'il s'agit de biais doctrinaux
ou de biais normatifs. Vous preniez l'exemple tout à l'heure de la situation historique de l'Europe qui avait influencé les objectifs de la norme, mais est-ce qu'il n'y aurait pas aussi des biais purement doctrinaux? Alors, le rapport biais, c'est pas un mot que j'utilise beaucoup dans le livre. C'est un sujet à lui seul, hein. C'est un antécédent, mais c'est un antécédent parmi d'autres. Voilà. Tous les antécédents ne sont pas des biais. Bon, ça c'est un premier élément de réponse. Deuxième élément, le paradigme, par exemple, c'est pas nécessairement un biais. Bon, euh, deuxième élément de réponse, je vais pas nommer les gens pour pas être vexant, mais à Nice, des collègues ont fait venir quelqu'un de la CNIL avec une position assez élevée, et j'étais chargé de faire la conclusion. Et et je parlais des biais. Alors, vous savez, on parle beaucoup des biais des informaticiens qui viennent polluer les constructions juridiques. Et je dis, bien sûr que les juristes ont des biais. Et la personne qui avait été invitée, pendant que je disais ça, faisait, non, non, les juristes n'ont pas de biais, bien sûr. Voilà. Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est comment on peut, et c'est quelqu'un de tout à fait compétent, hein, donc, comment on peut être persuadé, enfin, c'est dingue qu'on n'ait pas suffisamment d'esprit critique et de recul par rapport à ces objets, que nous-mêmes, nous ne sommes pas nourris de nos propres biais. Enfin, ça me paraît dingue, ça, qu'on n'ait pas été éduqué à ça. Et un moyen de s'éduquer à ça, ben, c'est de regarder, c'est de développer ce que, avec une signification différente, mais Hart distinguer les approches internes et les approches externes. Moi, je crois beaucoup. J'ai une discussion, là encore, je ne donne pas de nom, mais j'ai une discussion du temps où j'étais à Nanterre avec des théoriciens charpentiers, hein, comme vous savez, avec quelqu'un qui me dit un arbre est un arbre. Je lui dis non, un arbre, c'est 360 façons de le voir de manière différente. Si je prends mon appareil et que à chaque degré, je prends une photo de l'arbre, j'ai 360 arbres différents. Voilà, c'est ça la réalité. Et ben le droit, c'est pareil. Donc, selon que je le regarde de l'intérieur, de l'extérieur, en relation avec lui-même, avec d'autres constructions, dans une discipline ou dans une approche avec d'autres disciplines, ben, je multiplie à l'infini les regards. Et vu que j'ai un souci de non-enfermement, eh bien évidemment, je suis attiré par tout ça. Voilà. Après, il faut en faire quelque chose, il ne faut pas se perdre. Et moi, ma recette, si j'ose dire, c'est la modestie. C'est-à-dire que c'est une stratégie hein, de parler de modestie. Probablement que je suis tout sauf modeste, mais c'est une façon de dire, je ne vais pas mettre à plat vos constructions, hein, je vais simplement parler de ce dont vous ne parlez pas nécessairement. Voilà. Et le biais, c'est un exemple. Voilà. Mais si on se met à, c'est comme si on se met à devenir un prophète de la déconstruction, ben on s'enferme dans son propre système de pensée. Il y avait un article dans Le Monde excellent il y a 2 jours là-dessus. Bon, ben, le biais, c'est pareil. C'est-à-dire que si le biais devient un élément central d'étude, il y a de grands risques que vous fabriquiez vos propres biais sur le biais. Hein, ça, c'est, et il y a une autre manière de dire ça, pardon, hein, mais une autre manière de dire ça, c'est je le dis dans l'introduction, je n'ai pas de pensée ennemie. Moi, je fais toujours très attention à ne pas avoir d'ennemis, parce que c'est mon tempérament, je ne suis pas spécialement belliqueux, mais quand on se donne une pensée ennemie, c'est comme le flic devient voyou à fréquenter trop souvent les voyous, quoi. Donc, c'est pareil, hein, je ne dis pas ça pour tous les flics, surtout au moment où je vous parle et le contexte que nous vivons actuellement. Hein, s'il y a des policiers qui vous écoutent, et j'ai travaillé avec eux à Lyon, mais c'est très dangereux d'avoir une pensée ennemie et de se construire par opposition. Moi, je m'intéresse à ce qui n'est pas travaillé ou pas, de mon point de vue, suffisamment travaillé. Et quand même, la façon dont on est fabriqué, notamment en France, mais il n'y a pas seulement, hein, ben, le même arrêt va être commenté 40 fois. Et à côté de ça, ben, vous avez des boulevards de sujets que personne n'étudie, quoi. C'est une catastrophe. Voilà. Donc, on a bien le droit de vouloir exister sur le commentaire de l'arrêt machin parce qu'on on veut figurer au tableau. Mais enfin, ça peut pas être ça la recherche, quoi. Voilà, ça peut pas être ça. Donc, il faut des gens qui le contrarient et les thésards le font très souvent. Les travaux collectifs le font. Le mode essai est un mode qui reste trop confidentiel. Voilà. Il existe, hein, il y a régulièrement des essais en droit, mais c'est un mode qui n'est pas assez valorisé. Voilà. Hein, c'est un mode qui n'est pas assez valorisé, qui devrait l'être plus. Bon, évidemment, ça demande des sacrifices. Hein. Pendant qu'on fait ça, il y a des choses qu'on ne fait pas. Hein. Voilà.
et on ne peut pas tout faire. Il y a aussi un problème de lisibilité. Si vous changez d'objet, se plaçant en situation d'incompétence, donc vous changez d'objet, que vous travaillez aux intersections, bah, les gens, ils ont du mal à vous suivre, quoi. Et si votre objectif, c'est d'être suivi et notamment d'être marketé sur le terrain d'une compétence, ne serait-ce que pour tirer des bénéfices, si vous voyez ce que je veux dire, bah, il faut creuser le même sillon et ne faire que ça toute sa vie, quoi. C'est clair. Donc voilà, moi j'ai renoncé à ça et j'en paye d'une certaine manière le prix, mais je m'en fiche. C'est des choses auxquelles j'ai renoncé, voilà, sciemment. Mais on ne peut pas tout faire dans une vie, hein, c'est sûr. Voilà. Merci beaucoup pour ce sentiment et celui qui l'appelle, qui est qu'il faudrait mettre ça en relation aussi avec le temps de la recherche. Vous avez dit que c'est un travail qui avait nécessité 6 ans là d'efforts. Et ça me fait penser au modèle du slow professor qui a été théorisé aux États-Unis et qui nous inviterait à peut-être moins produire et produire mieux et pour cela prendre plus le temps. Donc c'est des réflexions tout à fait intéressantes et qui nous renvoient à notre propre quotidien. Hervé Cos nous propose de finir avec un peu de poésie. Pour terminer, un peu poétique, la question est la suivante. Quid du nomadisme? Et c'est la dernière question du séminaire. Alors, 2 réponses, Hervé. Il y a une entrée, le nomadisme moderne, dans l'ouvrage. Petite entrée, enfin, je parle du nomadisme moderne. Et 2, le nomadisme, je me le suis appliqué à moi-même. Voilà. Que ce soit d'un point de vue géographique ou d'un point de vue thématique. Voilà. Ça, c'est clair. C'est le plus beau compliment qu'on ait pu me faire. C'est une collègue spécialiste de propriété intellectuelle qui m'a écrit, c'est pas moi qui ai provoqué sa réaction, mais elle m'a dit, Jean-Sylvestre, ce qui est incroyable, c'est que tes sujets te ressemblent. Et ben ça, c'est le plus beau compliment qu'on pouvait me faire. Donc, ça veut dire que j'ai un peu une idée de ce que je suis, de ce que je veux faire. Et ça, quand on a cette chance-là, c'est une sacrée force. Alors, évidemment, ça ne vient pas tout seul, ça vient avec le temps, il faut être patient, etc. Mais bon, être soi-même dans sa recherche, c'est la plus belle chose qui peut vous arriver. Et je vous invite à tous à cultiver, bien sûr, cette dimension-là. Mais bon, je pense que si vous vous intéressez au rapport droit-philo, vous êtes déjà en chemin pour ça. Voilà. Eh bien, il est temps pour moi de remercier très vivement notre invité, Jean-Sylvestre Berger, pour son exposé, pour avoir partagé si généreusement sa démarche, celle qui a encadré donc son ouvrage paru aux éditions Dalloz sur les situations en mouvement et le droit, et aussi pour le temps d'échange qui a été permis grâce aux collègues et aux étudiants qui sont connectés avec nous. Donc merci à ces collègues qui ont pris le temps de se mobiliser et merci aux étudiants, particulièrement ceux de la double licence droit et philosophie de Poitiers, puisque je le redis, les séminaires sont suivis dès la première année de droit, donc c'est un challenge intellectuel que de s'y mettre et nous avons évidemment l'espoir qu'ils y trouvent une satisfaction et qu'ils sortent de la L3 en ayant acquis le goût d'assister à des conférences, à des colloques et d'ouvrir leur esprit ainsi. Je vous remercie beaucoup, je vous dis à très bientôt pour le 14e séminaire philo-juridique qui aura lieu sur une thématique très différente qui est le débat en démocratie. C'est Samy Benzina qui nous fera le plaisir d'intervenir sur ce sujet et je ne manquerai pas de communiquer évidemment sur ces questions-là. Donc un très grand merci. Le final est adressé à Jean-Sylvestre Berger, évidemment. Merci à vous. Et à bientôt. Merci. À très bientôt. Salut Michel. Bonjour Marianne. Au revoir. Salut Hervé. Merci à tous. Bon, merci Monsieur Berger. Merci Ania. Merci à vous. Merci. Et Hervé, au merci plaisir. Jean-Sylvestre. Merci Marianne. Merci Michel. Merci Monsieur Cos. À bientôt. Merci. À très bientôt.